Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire Les Territoires Innovent. Les Territoires Innovent sont des rendez-vous qui vous sont proposés par l'État en région, la région Bretagne, la Banque des Territoires et l'Établissement public foncier. Ce sont des rendez-vous réguliers proposés depuis 2020 qui s'adressent essentiellement aux élus et aux techniciens des communes et EPCI pour parler de sobriété foncière et d'aménagement durable. Il y a parmi nous aujourd'hui, et y compris les autres fois, d'autres personnes, et vous êtes aussi les bienvenus. Mais c'est vrai que quand on travaille avec les témoins, quand on choisit les sujets, on cible essentiellement les élus et techniciens des communes et EPCI. La plupart du temps, on parle plutôt de questions de sobriété foncière. Mais une fois de temps en temps, on élargit aussi à d'autres sujets, d'autres sobriétés sur d'autres ressources. En septembre dernier, par exemple, on a pu évoquer la question de la gestion de l'eau dans le cadre de l'aménagement urbain. Et là, nous vous proposons un cycle court de 2 rencontres sur l'économie de ressources, l'aménagement bas carbone. Pour aménager bas carbone, en utilisant donc le moins possible de matériaux et le moins possible de matériaux transformés, il y a deux axes possibles qui sont d'une part le réusage, le réemploi, l'économie circulaire, et d'autre part le recours à des matériaux bio ou géosourcés. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension économie circulaire et la semaine prochaine, nous évoquerons la question des matériaux bio et géosourcés. Pour évoquer l'économie circulaire, on a souhaité prendre l'exemple d'une collectivité qui avait par ailleurs une démarche plus globale d'économie circulaire à l'échelle du territoire et qui s'est demandé comment ça pouvait s'appliquer à ses propres projets d'équipement public, en l'occurrence la réhabilitation d'un bâtiment emblématique du territoire en totem pour les activités économiques. Une fois que je vous ai dit ça, plutôt que de le présenter à grands traits et sans bien connaître le dossier, je vais laisser la parole à Monsieur Bezit et Madame Plantureux, qui nous en parleront beaucoup mieux que moi. Enfin, une fois qu'on aura fait la petite introduction thématique globale. Bien Bienvenue à sûr. tous. Merci beaucoup, Marianne. Et en effet, on n'oublie pas le traditionnel petit quiz avant de laisser la parole à nos intervenants. Et donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre et vous allez avoir la possibilité de voter directement pour la bonne réponse. Alors, c'est parti avec la première question. Une question a priori facile. D'après vous, lequel de ces objets est inerte dans la liste des objets suivants? Est-ce que c'est une bouteille en plastique? Est-ce que c'est une pile usagée? Est-ce que c'est une pierre ou est-ce que c'est un vieux meuble en bois? Alors là, c'est vraiment la question pour s'approprier l'outil du quiz et entrer en douceur dans la thématique, puisque c'est a priori très facile. Vous avez toutes et tous la bonne réponse. C'est parfait. Merci d'avoir répondu. Donc, on passe directement à la réponse. Donc, en effet, hop, il faut savoir qu'un déchet inerte est un déchet qui ne se décompose pas, ne brûle pas et ne réagit pas chimiquement. Une bouteille en plastique, elle se décompose. Une pile usagée, elle peut réagir et polluer l'eau et le sol quand elle entre en contact avec ceci. Et un meuble en bois peut être brûlé ou recyclé. Il faut savoir que dans les déchets du BTP, près de 76% sont inertes et on dissocie en fait dans les déchets, 3 grandes familles de déchets, les déchets inertes qui représentent 76%, les déchets non dangereux 21% et les déchets dangereux 3%. Simplement pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, les déchets inertes, dont on vient de le dire, hein, c'est tout ce qui est pierre, gravat, ciment, carrelage, céramique, tuile, etc. Les déchets non dangereux et non inertes, c'est plutôt le métal, les plastiques, les textiles, les revêtements de murs, de sol, les plâtres, fenêtres, etc. Et ensuite, on a les déchets dits dangereux et nocifs pour la santé ou l'environnement. Donc, c'est plutôt ce qui est relatif au reste de peinture, aux aérosols, voilà, tout ce qui est pollué par de l'amiante, etc. Voilà pour la petite introduction sur les familles de déchets. On passe à la question suivante. D'après vous, quelle part représente le BTP dans la production annuelle totale des déchets en France? Hop, et les possibilités de réponse s'affichent. Est-ce que d'après vous, c'est 30%? Est-ce que c'est 50%, 70%, 90%? Là, sur une question un tout petit peu plus dure et on s'aperçoit que les réponses sont beaucoup plus variées.
Allez, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Et donc, vous êtes une majorité à nous dire 50%. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est bien 70%. Certains et certaines d'entre vous avaient cette réponse. Donc, en effet, hop, que j'affiche les chiffres. En France, on produit à peu près 330 millions de tonnes de déchets annuellement. Les déchets du BTP représentent 230 millions de tonnes. Donc, c'est 70% de la totalité de nos déchets. Et la petite particularité, c'est que quand on parle donc des déchets du BTP, souvent on englobe les déchets des travaux publics et les déchets du bâtiment. Et vous le voyez, les déchets des travaux publics, hein, sur le petit graphique ici, sont beaucoup plus importants en tonnage que les déchets du bâtiment. Donc, par déchets du bâtiment, on entend tout ce qui est lié à la construction, rénovation, entretien de bâtiments, d'édifices, et les TP, plus globalement, englobe donc construction et entretien des infrastructures, donc les routes, les ponts, les canaux, etc. Voilà, et donc à retenir que c'est une part très importante. Ah oui, et un petit zoom sur les déchets du bâtiment, hein, si on se concentre uniquement sur les déchets du bâtiment, c'est bien la phase de démolition, pardon, qui engendre la production de déchets la plus importante, 51%. Ensuite, c'est 36% pour la rénovation et 13% si on construit un bâtiment neuf de déchets. Voilà, on passe à la question suivante. D'après vous, est-ce qu'il existe une REP, une responsabilité élargie du producteur, pour les déchets du bâtiment qui s'appellerait Produits Matériaux Construction Bâtiment, la REP PMCB? Est-ce que d'après vous, cette information est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Et donc, on le rappelle, hein, la REP, c'est pour toutes les entreprises qui fabriquent des déchets sur le marché. Elles sont soumises à une obligation de financer la fin de vie de ces déchets. Alors là aussi, les réponses sont un petit peu plus variées, mais vous êtes quand même une grande majorité à répondre que cette affirmation est vraie. Et bravo, vous avez raison. En effet, c'est vrai. Cette filière REP, elle a été introduite alors tout d'abord par la loi AGEC en 2020, officialisée par un décret en 2022, et plus concrètement, elle a été formalisée en 2023. Donc c'est l'éco-organisme Écominéraux qui incarne cette première filière REP PMBC. Et donc, l'année dernière, en 2024, elle a réussi à constituer un réseau de plus de 3500 entreprises avec 1000 opérateurs de déchets et plus de 4000 points de reprise sur l'ensemble de territoire. Et donc, en termes de tonnage, ça représentait l'année dernière 9,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés. Voilà, et avec un objectif de montée en puissance très important sur l'année 2025. Donc, c'est une filière à suivre dans les prochains mois et prochaines années. Et enfin, une toute dernière question pour clôturer ces quiz. D'après vous, quelle est la part des matériaux de construction qui est actuellement réemployée? Est-ce que c'est 1%, 5%, 10% ou 20%? Ah, on vous sent un petit peu plus hésitant sur la réponse à cette question. Et c'est très, très, très hétérogène comme réponse, avec une égalité parfaite entre 1% et 5%. Et la bonne réponse était 1%. Bravo à ceux et celles qui l'ont trouvé. Alors, en effet, hop, l'objectif de la loi AGEC de 2020 était d'atteindre 4% de matériaux recyclés en 2027 et 5% en 2028. Alors, on est encore relativement loin de cet objectif, même s'il nous reste quelques années avant 2027. C'est un retard qui s'explique en partie par plusieurs raisons. Tout d'abord, les filières et les plateformes de réemploi qui se sont créées depuis quelques années sont encore assez fragiles économiquement, avec une faible capacité financière pour aussi évoluer et aller vers une industrialisation des process. Donc voilà, c'est vraiment le temps de mise en œuvre et de création de toutes ces plateformes de réemploi. La deuxième raison, c'est que les fabricants et les équipementiers n'ont pas encore complètement intégré cette logique de réemploi et de reconditionnement dans leurs produits. On va pouvoir en parler juste après. Et une difficulté aussi sur la visibilité et l'anticipation sur la demande de ces matériaux, puisqu'on le sait, les ressources recyclées et réemployées sont
peuvent pas être produites en série et forcément en quantité. Voilà, tous ces points vont pouvoir être illustrés beaucoup plus précisément et concrètement à travers le cas concret qu'on aborde aujourd'hui, la réhabilitation donc, du bâtiment de la CAF. Et donc ceci est une transition pour vous donner la parole, Monsieur Bezit et Mélodie Plantureux. Merci à tous d'avoir participé à ce quiz et donc je laisse la parole à nos intervenants. Mais bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, merci de nous avoir invités pour ce webinaire. Je vais me présenter rapidement. Donc, vous l'avez dit, Bruno Bezit. Donc, je suis premier adjoint dans la ville de Ploufragan, juste à côté de Saint-Brieuc. Et j'ai une délégation à l'agglomération. Je suis conseiller délégué à l'économie sociale et solidaire et à l'économie sociale, l'ESS et l'économie circulaire. Pardon, on va y arriver. Et du coup, Mélodie Plantureux, comme vous l'aviez dit, je suis chargée de mission au développement économique et je pilote depuis 5 ans notamment le projet de Totem. Alors, c'est un double projet déjà, développer tous les services autour de l'innovation qui vont intégrer le bâtiment et faire le suivi et piloter tout le projet de réhabilitation depuis la programmation jusqu'à la livraison et la future gestion du bâtiment, parmi d'autres missions. Donc, très rapidement, vous parlez de l'agglomération. Donc, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, c'est 32 communes, 153 000 habitants. C'est une agglomération donc, qui est issue de la fusion de 4 PCI. Et donc, une fusion suite à la loi NOTRe, donc un EPCI du 1er janvier 2017. Donc 32 communes, 35 au départ, et avec la fusion de communes, on est à 32 communes aujourd'hui. Donc un territoire assez vaste pour les côtes d'Armor, mais finalement à taille humaine par rapport à d'autres agglomérations ou communautés de communes. Avec Saint-Brieuc, ville-préfecture des Côtes-d'Armor. Alors, le contexte historique rapidement, c'est vrai que depuis 2017, il y a vraiment une volonté politique de l'agglomération de développer l'économie circulaire sur notre territoire. C'était vrai sur l'ancien EPCI, c'est vrai aussi avec des appels à projets, une volonté vraiment politique à affirmer. C'est un projet qui est établi dans l'ensemble de nos documents de référence, dans notre projet de territoire, dans notre PCAET, dans notre stratégie économique, dans l'ensemble de nos documents de référence, cette volonté de faire de Saint-Brieuc agglomération un territoire de référence en termes d'économie circulaire est réaffirmée un peu partout. Et puis, dans le cadre de ce projet, on a répondu à un appel à projet de l'ADEME pour devenir territoire économe en ressources. Un projet que l'on a travaillé tout au long de l'année 2021 avec une cinquantaine d'acteurs du territoire, un très très gros travail préalable. Et on a été lauréat fin 2021, début 2022. Et on a élaboré un plan d'action sur 3 ans pour 2022-2025 autour de trois boucles d'économie circulaire que l'on a définies et dont l'une d'entre elles entre plus particulièrement dans le sujet d'aujourd'hui, qui est le cycle de vie des matériaux de construction. Donc, lors de l'état des lieux qu'on avait fait en 2021, on s'était rendu compte, et ça a été confirmé par le quiz de tout à l'heure, que les volumes de déchets issus de la construction étaient faramineux et qu'il y avait vraiment lieu de se préoccuper de cette question. C'est pour ça que cette boucle a été retenue comme prioritaire par le bureau de l'agglomération. Pour travailler ce projet-là, on est accompagné financièrement par l'ADEME, ce qui nous a permis notamment de recruter 2 chargés de mission pour mettre en œuvre ce plan d'action. 2 chargés de mission qui ont été recrutés dès l'été 2022. Il y a une petite coquille dans la diapo, mais c'est 2022 sur 3 ans. Donc, ce projet, ce plan d'action s'arrêtera
pour ce qui est des financements de l'ADEME à l'été 2025. Certain nombre de réalisations ont été faites au cours de ces 3 ans. On va parler bien entendu de la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne CAF qui a été vraiment une opportunité pour mettre en œuvre cette volonté d'économie circulaire sur l'agglomération à l'échelle de notre territoire. On a eu un événement dans le cadre de ce plan d'action sur lequel vous avez peut-être entendu parler, c'était en juin 2023, où en partenariat entre l'agglomération, Terre d'Armor Habitat, qui est le bailleur social départemental des Côtes d'Armor, on a organisé un événement qui s'appelait le REAMP. Le REAMP qui a été vraiment un tremplin pour lancer cette politique sur l'agglomération. On a proposé sur 2 jours au grand public, mais aussi aux professionnels, de venir récupérer des matériaux déconstruits qu'ils pouvaient réutiliser, soit dans le cadre de leur activité professionnelle, soit dans le cadre de projets personnels. C'était des matériaux réutilisés et démolis ou déconstruits des tours de Balzac, un projet de Terre d'Armor Habitat de déconstruire des tours. Et d'ailleurs, le REAMP avait lieu in situ sur le site de déconstruction des tours. Et on a pu proposer ce jour-là des matériaux déconstruits de ces tours-là et des matériaux issus de l'ex-CAF. Donc, on a pu regrouper l'ensemble des matériaux et plusieurs tonnes de matériaux ont trouvé preneur au cours de ces deux journées. Et puis, on en profitait aussi de ces 2 journées-là pour faire un concours où on a proposé à des professionnels, mais aussi des écoles, de nous montrer à voir ce qu'ils étaient capables en termes de détournement de matériel, de matériaux. Donc, ils avaient le choix d'aller chercher dans les containers des matériaux issus de la déconstruction, pareil, des tours de Balzac ou de la CAF, et de détourner ces matériaux, de nous montrer à voir ce qu'il était possible de réaliser. Donc des détournements de portes, de luminaires, d'extincteurs. Enfin, il y a un certain nombre de projets qui nous ont montré à voir, par exemple, qu'avec on pouvait créer des porte-vélos avec comment on appelle ça, Avec les garde-corps. Avec les garde-corps issus de la déconstruction, voilà, et de pouvoir industrialiser quasiment cette transformation, puisqu'aujourd'hui, il y a un ESAT qui a récupéré la transformation et qui fabrique des porte-vélos pour les commercialiser par la suite. Donc, l'idée, c'est de voir, on peut partir de quelque chose de très expérimental et puis derrière, trouver un marché, ce qui est vraiment essentiel sur ces questions-là. Et donc, effectivement, est arrivé dans ce projet-là la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne CAF, vraiment un projet qui nous a permis de mettre en œuvre cette volonté politique de l'agglomération. Et là, je vais passer le relais à Mélodie, qui va pouvoir nous définir plus concrètement ce que l'on a fait sur ce bâtiment qui était propriété de la ville de Saint-Brieuc et qui a été mis à disposition de l'agglomération pour construire ce totem de l'innovation dans un premier temps, puisqu'on avait un totem de l'innovation expérimentale en centre-ville de Saint-Brieuc, voilà, qui va se déplacer dans ce nouveau bâtiment dans quelques semaines maintenant. Voilà. Ça ouvre le 2 juin. Et je passe la parole à Mélodie pour rentrer plus concrètement dans la présentation du projet. Donc, juste pour recontextualiser, là, vous voyez sur la carte, en fait, le totem est vraiment à proximité de la gare, qui est une gare LGV maintenant, TGV, donc qui nous permet de relier Rennes en 50 minutes, Brest en 1h20 et Paris surtout en 2h15. Et donc, c'est un intérêt économique important. Donc, c'est vraiment déjà la situation du bâtiment qui a fait qu'on souhaitait porter un projet de développement économique sur ce site-là.
Et on est à 6 minutes à pied de l'hyper-centre-ville. Et on est aussi au bord de la vallée qu'on peut voir un peu sur la droite, la ligne un peu vert foncé, qui nous mène vers le port et vers la mer. Donc, c'est vraiment une situation stratégique pour l'agglomération, d'où en fait les efforts faits pour porter ces projets de réhabilitation, parce que vous allez voir que c'était un gros projet, et que ce soit porté par le développement économique. Alors, du coup, petit rappel, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60 par l'architecte Le Mercier, et donc qui avait un intérêt fort pour les architectes des bâtiments de France. Donc, de principe, il avait été classé et on ne pouvait pas le démolir. Il y avait aussi un intérêt parce que si on l'avait démoli, en fait, on n'aurait jamais pu reconstruire un bâtiment d'une telle hauteur parce qu'il fait 9 niveaux. Donc, il y avait aussi un intérêt en termes de mètres carrés. Mais les architectes de bâtiments de France voulaient qu'on conserve ce bâtiment typique de cette époque-là. Et vous allez voir, il y a quelques contraintes architecturales. Sauf que, voilà, ces 6000 mètres carrés et 9 niveaux étaient extrêmement amiantés. Et donc, après le rachat par la ville de Saint-Brieuc, suite au départ de la CAF en 2013, la ville s'est rendue compte que c'était un projet trop lourd pour elle. Après a été réfléchi le projet de développement économique porté par l'agglomération. Donc, signature d'un bail amphithéotique entre la ville et l'agglomération pendant 50 ans. Et donc, voilà, il a fallu vraiment réfléchir à un désamiantage et à un projet qui permette de conserver le bâtiment tout en le curant, le rendant sain et en l'adaptant avec tous les besoins de programmation pour le développement économique. Donc, je vous laisse passer. Donc là, vous avez la façade initiale du bâtiment. Donc, ça plaît ou ça ne plaît pas. C'était plutôt l'intérêt architectural a beaucoup questionné au démarrage, mais voilà, c'était. Vous voyez en fait les trames horizontales, c'est ce à quoi tenaient les architectes de bâtiments de France, conserver cet aspect horizontal et conserver les pignons en granit sur les côtés. C'est vraiment ce qu'il fallait conserver. Et donc, c'est lancé le projet. L'idée, c'était de pouvoir intégrer, donc, comme je vous disais, tout le programme économique. Donc, je vous présenterai un peu plus les cibles et l'objectif dans les slides suivantes, tout en conservant l'aspect initial du bâtiment et en conservant un maximum de matériaux bruts. Ça, c'est ce qu'avaient demandé les architectes, les élus au démarrage du bâtiment. Ils voulaient qu'on conserve un aspect intérieur brut. Et donc, a été lancée une consultation en concours des architectes dans ce sens-là. Et il y a également eu un soutien parce qu'il y avait une vraie logique de redynamisation du centre-ville de Saint-Brieuc, parce que c'est ce que je vous disais, c'est entre la gare et l'hypercentre. Et donc, en faisant venir des entreprises de nouveau vers la centralité de Saint-Brieuc, on a intégré les objectifs d'action cœur de ville, parce que Saint-Brieuc est un ORP, donc a été labellisé pour avoir une opération de revitalisation territoriale. On a trois centres-villes dans l'agglomération qui ont bénéficié de ça. Il y a aussi Pleuc et Quintin, donc au sud de l'agglomération, ce qui nous a permis de bénéficier en fait de financement Action Cœur de Ville, parce que l'idée, voilà, c'est de faire revenir des entreprises en centralité, puisqu'on sait qu'il y a eu toute une dynamique de départ des entreprises vers les périphéries. Et voilà, là, ce qu'on veut, c'est les faire revenir. Et l'argument de la proximité gare permet de faire ça. Donc, du coup, dans le programme, on avait toute la partie totem de l'innovation. Donc, c'est ce qu'a commencé à expliquer Monsieur Bezit. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes tous familiers des totems de l'innovation, mais c'est les totems de la French Tech. En fait, les French Tech portent des lieux vraiment dynamiques pour développer l'innovation et soutenir le développement de start-up sur les territoires. Donc, il y en a un peu partout en France. Et donc, nous, on voulait l'intégrer sur ce bâtiment ex-CAF réhabilité. Seulement, comme ça prenait du temps, on a créé un premier totem expérimental dans un autre lieu, donc beaucoup plus petit, beaucoup moins ambitieux, mais aussi dans une friche que on a fait réhabiliter rapidement pour commencer au plus vite et tester les promotions d'incubation portées par la Technopole et le pôle économie sociale et solidaire, tester la structuration d'un écosystème d'innovation territoriale, etc. Et tout ça va intégrer plusieurs niveaux du totem baie de Saint-Brieuc, en fait. Je vais vous donner les vrais noms. Le totem de l'innovation, c'est le totem expérimental qui a ouvert dès 2022. Totem baie de Saint-Brieuc, c'est le totem qui va intégrer le bâtiment ex-CAF réhabilité et qui va ouvrir le 2 juin prochain. Et donc là, pour faire monter en charge cette partie innovation, on a développé des espaces comme un auditorium de 110 places,
des salles d'incubation, des espaces de rencontres avec des acteurs de l'accompagnement à l'innovation. Donc, la Technopole sera là, le pôle ESS sera là, mais aussi l'URSSAF, la Banque de France, enfin, tous ces acteurs qui ont besoin de rencontrer les startups. Il y aura des permanences au totem et on aura tout un niveau de coworking aussi avec des salles de créativité pour dynamiser au maximum la créativité et l'innovation. Après, on aura quatre étages vraiment d'accueil d'entreprise avec un étage vraiment dédié aux startups avec des bureaux clés en main entre 13 mètres carrés et 85 mètres carrés. Et l'idée, c'est d'accoler des tout petits bureaux à côté de bureaux un peu plus grands pour qu'une startup puisse se développer. Elle fait une levée de fonds, par exemple, elle s'agrandit. On enlève une cloison entre son bureau et un petit bureau à côté pour qu'elle puisse s'agrandir. Elle a un problème de fond, finalement, l'activité ralentit, on remet une cloison et elle a des bureaux plus petits. Donc voilà, vraiment, c'est le niveau le plus mutable pour suivre l'évolution des startups. Et après, on a 3 niveaux pour accueillir des entreprises tertiaires un peu plus solides où elles vont aménager les espaces en fonction de leurs besoins d'aménagement. Donc, elles font le cloisonnement. Nous, on leur met la coque et elles font le cloisonnement et après le déploiement de la partie élèves, ventilation, etc. Et après, on a plusieurs espaces pour accueillir des événements et des événements économiques, mais on a vraiment le dernier niveau qui est un espace dédié à la réception professionnelle et à des séminaires avec 3 salles de réunion, dont 2 qui peuvent être fusionnées parce qu'on a une cloison modulable et qui sont accolées à un espace lounge parce qu'il faut vous imaginer qu'on est sur 9 niveaux. Donc, on a, on va dire, la plus belle vue de Saint-Brieuc avec vue sur la baie, sur la mer, on voit jusqu'à Fréhel et on voit la vallée, on voit le pôle gare, on voit tout Saint-Brieuc en fait. Donc là, on prévoit d'accueillir pas mal de séminaires d'entreprise, d'AG d'associations, d'événements avec des élus. Voilà, sur ce dernier niveau. Avec un bâtiment qui a une capacité de 900 personnes. Donc juste pour vous reparler un peu des acteurs, donc maîtrise d'ouvrage, agglomération. Donc c'est nous qui portons aussi l'enveloppe budgétaire, même si on est soutenu économiquement avec plein de subventions qu'on va vous présenter plus tard. Et après, on a une maîtrise d'œuvre, un groupement de maîtrise d'œuvre qui est mené par les architectes, donc non qu'architectes, que je ne saurais remercier, qui ont fait un travail incroyable. Donc, ce sera un peu un petit fil que je vais redévelopper au fur et à mesure. Les architectes, sans les architectes, le réemploi n'aurait jamais pu aller dans cette ampleur-là sur le projet. Donc, non architectes vraiment incroyables, qui sont accompagnés par des cabinets d'études. Donc là, vous avez quelques noms. La UH Architecte, c'est vraiment le design intérieur. SWS Ingénierie, c'était tout ce qui était économiste de la construction. Mais on avait aussi plusieurs bureaux d'études, le bureau d'études fluides, le bureau d'études pour tout ce qui était thermique. Donc ça, c'était Inoki. On en avait sur le réemploi notamment. Donc là, on l'a noté. C'est Bâti Récup. Donc eux, ils nous ont accompagnés. On va le préciser après dans une autre slide, mais sur le réemploi des matériaux. Et donc, ça nous a permis de créer un bâtiment qui sera, après labellisation, le plus grand bâtiment tertiaire réhabilité passif de France, parce qu'il fait 6000 m². Donc ça, on est très, très fiers. Donc, c'est notamment par rapport à cette double peau qui a été collée en façade, dont je parlerai. Non, je vais en parler maintenant, qui nous a permis plusieurs choses. D'abord, de conserver la transparence avec l'ancienne façade. Donc, ça a été collé en plus devant. Et on retrouve cette rame, justement, horizontale qui était demandée par les architectes des bâtiments de France et qui vient en plus isoler le bâtiment parce qu'on est en triple vitrage avec du contrôle solaire pour assombrir le bâtiment lorsqu'il y a trop de luminosité et avec dans cette double peau un système de clapets qui sont contrôlés par domotique, c'est-à-dire que quand la température dépasse un certain niveau, tous les clapets s'ouvrent et ça crée des courants d'air dans cette coursive. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et cette coursive, elle permet aussi de créer des déambulations parce qu'en fait, le bâtiment est plutôt étroit. En profondeur, il fait 12 mètres. Et donc, avant, il était vraiment organisé avec un grand couloir central sur les plateaux et des bureaux fermés. Donc, ça faisait vraiment un grand couloir un peu sombre. Là, ça nous permet de vraiment créer les déambulations par l'extérieur. Donc, on sort dans la coursive et donc créer des vrais tronçons qui sont traversants, donc avec un système est-ouest, donc super lumineux et avec de la luminosité toute la journée.
On a quoi d'autre pour contrôler pour avoir le système passif? En fait, on a isolé toutes les autres façades, donc sud, est et nord, avec une isolation extérieure, donc vraiment c'est plaqué pour le coup contre la façade, donc isolation plus classique par extérieur. Et les seuls éléments qu'on ne pouvait pas isoler par l'extérieur, c'est les pignons en granit qui devaient être conservés parce que les architectes des bâtiments de France le demandaient. Donc là, on a fait l'isolation par l'intérieur. Donc il y a plein de choses qui ont permis d'atteindre le niveau passif. Et voilà, là je vous ai expliqué à peu près ce qu'il y a sur cette slide. Donc vous allez voir donc le calendrier des travaux. On a commencé le désamiantage curage en juillet 2022 et là le bâtiment va ouvrir le 2 juin 2025. Donc au final, c'est 3 ans de travaux. Dans le privé, on sera allé plus vite, hein, soyons clairs. C'est que nous, il y a toutes les démarches de marché public, tous les délais de validation politique. Enfin, on se rend bien compte qu'on est plus lent que dans le privé. Mais quand même, c'était un énorme projet. Juste pour votre bonne connaissance, le désamiantage, curage, désamiantage, démolition, c'est 1,5 million hors taxe d'enveloppe. Donc c'était vraiment, tout était amianté. Les fenêtres, il a fallu tout changer parce que les joints étaient amiantés. Toutes les colles des moquettes étaient amiantées, tous les murs étaient amiantés. Tout était amianté. Donc il y a eu un énorme travail de curage. Là, vous avez quelques photos. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le bâtiment, en fait, comme il est grand, il y a énormément de poteaux de structure dans tout le bâtiment. Et les architectes travaillaient un peu à l'aveugle là-dessus et n'ont pas vraiment osé toucher à la structure du bâtiment. Les seules libertés qui se sont autorisées, c'est là, vous voyez sur l'image de gauche, c'est de démolir la chape entre le niveau 2, qui est le rez-de-chaussée, et le niveau 1 pour pouvoir créer l'auditorium, parce que c'est un auditorium sur 2 niveaux. Et ils ont ouvert la façade au dernier niveau pour pouvoir avoir la vue vraiment sur la baie, parce que sinon, c'était un mur aveugle. Donc, c'est les 2 seules libertés qui se sont permis. Et sinon, tout a été renforcé en termes de structure. Ça a été un travail incroyable. Donc, tous les poteaux ont été doublés. Il y a eu des lames carbone qui ont été mises à plein d'endroits. Il y a eu d'autres poteaux qui ont été créés, notamment pour tenir. En fait, vous voyez peut-être sur l'image de gauche, au plafond, vous voyez des trous un peu carrés et qui accueillent, en fait, les poteaux qui vont tenir toute la seconde peau vitrée qui a été collée, qui fait les déambulations. Enfin, il y a eu un gros travail. Je vous laisse passer la slide. Et donc, vient toute la partie, la démarche de réemploi. Donc, comme on vous disait, il y a Bâti Récup qui est arrivé. Il faut vous resituer le calendrier. En fait, quand moi, je suis arrivée en poste, c'était en 2020 et on était en train de finaliser le concours architecte. C'est-à-dire que eux ont été sélectionnés sur une enveloppe et un projet. Et nous, on est arrivé, on a dit oui, mais nous, on veut rajouter du réemploi parce que désormais, on est labellisé TER, donc territoire économique ressources, et on veut s'associer avec le bureau d'études Bâti Récup pour en faire. Alors qu'eux avaient presque finalisé et bouclé leur projet. Donc on est arrivé après la bataille et c'est là où déjà les archives ont été incroyables, c'est qu'ils ont accepté qu'on leur impose du réemploi dans un projet qui était déjà ficelé. Donc Bâti Récup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus faire un diagnostic réemploi. Et donc, juste avant le démarrage de la démolition, ils ont commencé à dire les portes, on peut les récupérer. Là, tout ce qui est sanitaire, on peut le récupérer. Les cloisons, on peut le récupérer. Et en fait, ils flèchent tout. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les diagnostics réemploi, mais ils flèchent tout. Et pour chaque matériel qu'ils estiment récupérable, il nous faut une petite fiche technique qui dit ça peut être récupéré, déposé de telle manière. Si c'est valorisé économiquement, c'est tel montant par rapport au marché, telle valeur. Ça, on peut le récupérer, mais ça coûte vraiment, ça peut pas être valorisé, donc on vous le conseille pas. Ça, c'est trop difficile à déposer. Donc voilà, c'est vraiment un énorme fichier avec chaque fiche technique. Je regarde pas, je pense qu'on répondra aux questions plus tard. C'est un gros diagnostic. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est que on allait voir les archives, on leur a dit qu'est-ce que vous envisagez pouvoir récupérer. Donc, il y a des choses qu'ils ont récupérées pour de réemploi in situ. Par exemple, il y a eu certaines cloisons qu'on a pu récupérer, où on a demandé au menuisier de recréer une structure bois pour tenir la cloison et recloisonner et recréer en fait de la cloison pour des salles de réunion. Donc ça paraît anecdotique. On a réussi à récupérer quelques mètres, je sais plus,
une quinzaine de mètres linéaires de cloison. Ça paraît très anecdotique, mais ça a été un énorme travail parce que le menuisier ne savait pas faire ça. Donc, il a fallu faire monter en compétence le menuisier. Il a fallu faire stocker ces énormes cloisons qui ont embêté le chantier pendant tout le temps. Finalement, comme c'était en plein milieu du chantier, elles ont été abîmées, donc on n'a pas pu récupérer tout ce qu'on souhaitait. Donc, le reste, on a dû faire venir quelqu'un qui les a fait démonter en acteur privé, qui a accepté de venir démonter, récupérer toutes les cloisons et qui en fait est en train de créer sa serre. Donc vraiment, ce qu'on a fait, c'est éviter le gâchis au maximum. Donc à chaque fois, on fléchait le in situ. On a eu quoi d'autre? On a eu des dalles de granit parce que pour donner accès à la coursive extérieure, il fallait créer des passages entre l'ancienne façade et la nouvelle. Donc il y a eu des énormes dalles de granit qui ont été déposées et qui ont été réutilisées pour l'aménagement extérieur dans le jardin. On a en fait un théâtre des verdures qui reprend ces dalles-là avec un système de dalles japonaises en fait. On a récupéré toutes les dalles. En fait, il y avait un balcon au dernier niveau avec des dalles extérieures. On les a toutes enlevées et on les a récupérées pour faire l'étanchéité en toiture. C'est-à-dire que c'est le seul endroit qui n'a pas été désamianté dans le bâtiment, c'est le toit. Et donc, on a fait une étanchéité par-dessus l'étanchéité historique. Et tout ça, ça a été réalisé avec les anciennes dalles du bâtiment et aussi, en fait, l'archi a fait venir d'autres dalles, d'autres bâtiments qu'il était en train de réaliser en réhabilitation pour finaliser l'étanchéité parce qu'on n'en avait pas suffisamment. Et donc ça, c'était vraiment pour le bâtiment. Et après, il y avait 210 portes qui avaient été fléchées. Certaines qui étaient des coupe-feu où là, on ne pouvait pas les réutiliser parce qu'elles n'étaient pas dans les dimensions qui étaient dans les nouvelles normes ERP. Par contre, d'autres, on se disait, on va quand même pas jeter 200 portes qui étaient super. Et donc, ça nous a fait réfléchir. Et on s'est dit, on va créer les futurs bureaux du bâtiment à partir de ces portes-là. Et donc, a été lancée une dynamique sur le réemploi dans le mobilier. Donc, c'est ce que je vais vous présenter après. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Donc ça, c'était une première chose. Une fois qu'ils nous avaient tout fléché, on s'est dit, bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire du reste du bâtiment. Donc là, on est allé faire venir nos services logistiques internes d'entretien de tous les bâtiments de l'agglo. Et ils ont pioché plein de choses, donc ils sont venus récupérer plein de choses et qui réutilisent dans tous les bâtiments de l'agglo. Et avec tout ce qui nous restait, on s'est dit, on va faire don aux associations locales. Donc d'abord, on a fait monter en compétence une structure d'insertion locale qui s'appelle Adalea, qui ne savaient pas du tout faire de dépose des matériaux. Et on a proposé aux associations locales de venir flécher ce qui les intéressait. On faisait déposer par la structure d'insertion, donc Adalea, et eux, après, venaient récupérer en pied d'immeuble. Ça a été assez décevant. On était assez... il n'y a eu que 3 associations qui sont venues, qui ont pris des choses, mais pas tant que ça. Et donc, on s'est retrouvé avec tout le reste sur les bras. Et c'est là, on a demandé à Adalea de tout déposer et qu'on a fait don pour l'événement Réamp. Pour que les gens puissent le récupérer. Donc, on s'est rendu compte que en pied d'immeuble, faire venir une association, ça n'avait pas marché. Après, c'est la première fois qu'on faisait cette initiative. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'après, l'agglomération va se faire connaître, les acteurs vont vont avoir l'habitude de savoir qu'il y a cette démarche parce que maintenant, on l'a généralisé, le réemploi dans les démolitions. Notamment, il y a eu un deuxième échange, une deuxième expérimentation sur un bâtiment industriel. Pour le coup, c'était... peut-être que vous pouvez mieux en parler de moi. Les friches Gugadaire. C'est ça, les friches Gugadaire. Oui, c'est un autre site, les friches Gugadaire, donc un site industriel que l'on souhaitait réorienter, réutiliser. Et là, il y a un vrai travail qui a été fait dans le même esprit, c'est-à-dire une vérification de l'ensemble des matériels et matériaux existants sur le site. Et puis, il a été travaillé la liste de ce qui pouvait être utilisé, ce qui pouvait être éventuellement revendu, ce qui avait une valeur commerciale, parce que c'est toujours aussi la difficulté de pouvoir équilibrer. Et donc, on a eu des belles surprises sur site des friches Gugadaire, notamment les structures qui ont pu être commercialisées, les structures métalliques qui ont pu être réutilisées et commercialisées. Donc voilà, on essaye. Il y a l'ex-cave qui reste emblématique de par sa taille et son volume, mais on a testé sur d'autres sites
effectivement cette volonté de réemploi. Il y avait aussi du bardage qui a été récupéré sur Guyadère. Enfin, il y a eu plein de... Si jamais ça vous intéresse, les listes un peu des matériaux, on peut peut-être les fournir. Mais c'est vrai qu'on a fait... En fait, Totem, ça a été le premier chantier sur lequel on a expérimenté plein de choses. Et maintenant, on essaye d'automatiser en fait certaines choses. Et c'est vrai que maintenant, le réemploi et la déconstruction sélective, on essaye de l'automatiser dans tous les chantiers. Voilà, donc ça c'était sur le totem. Donc comme je vous disais, il y a eu les portes qui nous ont fait réfléchir sur le réemploi dans le mobilier. C'est-à-dire que on s'est dit on peut pas les jeter, qu'est-ce qu'on peut en faire? On en fait des portes. Donc là, j'ai commencé à chercher avec Anne-Claire, donc la chargée de mission territoire économiquement ressources, des acteurs qui pouvaient transformer des portes en bureaux. Et c'est parti encore plus loin parce que les marchés publics, au début, on a réussi à convaincre les élus de se dire est-ce qu'on ne se lancerait pas dans du mobilier en réemploi? La chose qui m'a permis de les convaincre, c'est parce que j'avais déjà fait meubler le totem expérimental dans le petit lieu là dont je vous parlais au début en réemploi. Les élus n'étaient pas vraiment emballés parce que ça n'avait jamais été fait. La crainte, c'était vraiment d'avoir un aspect capharnaüm. Mais comme c'était un tout petit projet, qu'on se disait que ça durerait pas longtemps et que au début, on pensait que le réemploi coûtait moins cher, c'est comme ça qu'on avait réussi à les convaincre sur le totem expérimental. Et en fait, ils se sont rendus compte, parce que je m'étais fait accompagner par un designer d'intérieur, que ça pouvait rendre vraiment bien, en fait, très pro, avec une petite touche presque nostalgie, parce qu'il y a de la vaisselle où tout le monde se dit « Oh là là, ça me rappelle la vaisselle de mes grands-parents ». Enfin, vraiment, ils ont tous été convaincus. Et donc là, je suis revenue à la charge en leur disant « Bah maintenant, on passe de 300 mètres carrés à 6000 mètres carrés et d'une enveloppe de 20 000 euros à 200 000 euros. Est-ce que vous êtes partant ?» Il a fallu un peu de négociation, mais c'était bon. Et le premier angle d'attaque, ça a été ces portes. Et du coup, avec Anne-Claire, on s'est dit, non, mais on va faire vraiment tout le totem ou une majorité. Et donc, on a commencé à sourcer plein d'acteurs en Bretagne, principalement déjà sur notre agglo, après Côte d'Armor, après Bretagne, qui étaient en capacité de faire du réemploi de matériaux et de l'upcycling, ou alors, voilà, upcycling, réemploi, ou voilà, sourcing de mobilier à récupérer. Et à force de réflexion avec les marchés publics aussi, on a monté un SAD, donc un système d'acquisition dynamique. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en France non plus, de monter un tel marché pour du réemploi sur une telle enveloppe et des telles surfaces. Et donc l'intérêt, c'est que les acteurs du réemploi s'inscrivent sur le SAD. Il y a 7 catégories, mobilier bois-métal, mobilier en tissu, luminaire, etc. Donc, ils sont inscrits et après, nous, au fur et à mesure, on lance des micro-marchés, c'est-à-dire, j'ai besoin de 20 chaises en réemploi. J'ai besoin de, là, typiquement, 55 meubles bureaux créés à base de portes. J'ai besoin de 20 luminaires en réemploi. Et eux, ils reçoivent ces micro-marchés et ils décident, en fonction de leur charge de travail, de leur sourcing, etc., s'ils se sentent en capacité de répondre. Et ils répondent des micro-réponses et on sélectionne au fur et à mesure les acteurs. Donc, c'était vraiment pour s'adapter aux acteurs de l'ESS. Au final, on se rend compte qu'il y a aussi des acteurs de l'économie classique qui se sont emparés de ce marché-là. Et en fait, on est en train de développer de l'économie circulaire chez des acteurs classiques. Et on est en train de faire monter en compétence des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont très peur, en fait, des marchés publics. Donc, c'est assez bien. C'est vraiment ce qu'on voulait. Ce SAD, ça fait tremplin et ça fait se développer la filière locale de mobilier en réemploi. Et donc, on a certains espaces qui sont vraiment 100% réemploi. On a certains espaces où on a vraiment quelques mobiliers en surcyclage. Donc là, vous avez des exemples. Les portes à gauche, c'était un modèle. Hein. Maintenant, c'est bon, elles ont été livrées d'ailleurs. C'est vraiment super, où on voit vraiment que c'est une ancienne porte. On a fait exprès de ne pas du tout les retravailler, à part les poncer et les vernir transparents, sur une structure en métal. Elles ont été livrées. On a aussi la troisième photo. Vous voyez une photo. Donc, c'est les anciennes poignées de porte qui sont plus autorisées parce qu'elles sont rondes. Et donc, aujourd'hui, dans les ERP, on n'a plus le droit. Donc, on les a transformées en patères. Donc, elles sont construites avec du bois qui est récupéré de meubles de cuisine. Voilà, on aura plein de patères partout dans le bâtiment. La deuxième photo, en fait, c'est le meuble en réemploi que j'avais déjà fait installer dans l'ancien totem, enfin le totem expérimental, qui en fait ont convaincu tout le monde, donc elles partent aussi dans le grand totem. Et tout à droite, vous avez une image de meuble casier qu'on a fait dessiner avec un designer
sur mesure pour vraiment intégrer l'open space coworking et qui est fait uniquement en bois de réemploi, sur mesure par un menuisier designer en réemploi. Donc, il y aura plein de choses. Et donc, là-dedans, je ne vais pas me détailler parce que je vois l'heure qui tourne, mais on a réussi quand même, dans le totem, à récupérer pas mal de tonnage entre ce qui a été récupéré, donc réutilisé in situ dans le projet, ce qui a été récupéré par la régie de l'agglomération et ce qui a été distribué aux associations et après ce qu'on a pu distribuer un peu au cas par cas dans tout ce qui nous restait dans le bâtiment. On a trouvé des particuliers qui étaient intéressés, des assos qui venaient au fur et à mesure récupérer des choses par leurs propres moyens. Voilà, on a réussi à éviter, je n'ai pas fait les calculs, mais 22 tonnes de déchets sur ce chantier. Et donc, on va parler finances parce que c'est important. C'est un projet qui fait peur en termes d'enveloppe parce qu'on est à une enveloppe globale de 13 750 000 euros hors taxe. Donc là, je vois j'ai une petite erreur. C'est pas 13 750 000 millions, mais 1000. On va pouvoir vous corriger. Ah bah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Et donc, 13 millions. oui, pardon, c'est moi qui me suis auto-perdue. Mm. Là-dedans, on a 10 750 000 de travaux et 3 millions un peu autres. Donc, autres, c'est l'ameublement, c'est tous les équipements audiovisuels, c'est toutes les études préalables. Enfin, il y a quand même plein de choses. Et les 10 750 000 ramenés aux 6 000 m², on est à un ratio de moins de 2 000 euros du mètre carré. Donc, au final, on est dans les tarifs du neuf. Donc, ça fait peur comme ça, mais on a eu un architecte qui a fait un énorme travail budgétaire. À chaque fois qu'il y avait un plus quelque part, il trouvait un moins. Donc, c'est sûr, on a dû faire des concessions. Les luminaires, on n'est pas sur des luminaires aussi impressionnants que ce qu'on voulait. Enfin, il y a eu plein de choses, mais il y a eu de la plus-value avec du réemploi dans le mobilier, avec du réemploi in situ dans le projet archi. On a eu des problématiques liées forcément à la structure. Enfin, il y a eu plein de problèmes qui sont typiques des problèmes de réhabilitation. Mais on a réussi à tenir des montants qui sont vraiment impressionnants à moins de 2 000 euros du mètre carré. Là-dedans, on a été largement soutenu. Alors, par exemple, le fonds Friche, 500 000 euros, parce que c'est un projet de réhabilitation. On a l'agglomération la région qui nous a soutenus à hauteur de 1,2 million, parce que c'est un gros projet de développement économique. On a Action Cœur de Ville qui nous soutient à hauteur de 1,5 million parce que c'est un projet de redynamisation de centralité. Et là, on a vraiment eu un énorme soutien, c'est le FEDER, donc l'Europe avec le programme REACT EU. On a eu 2,1 millions parce que c'était de la réhabilitation thermique de bâtiments. Et après, on a eu quelques petites subventions, dont l'Agence de l'eau qui nous a subventionné parce qu'on a installé un récupérateur d'eau pluviale pour alimenter les sanitaires. Et alors, retour d'expérience, parce qu'au final, on a eu beaucoup d'efforts qui a été mis. On a réussi à réutiliser des choses in situ, mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a ratées ou qui ne se sont pas passées comme on le souhaitait. Et notamment, c'était notre premier projet, donc on fait beaucoup de retours d'expérience sur ce projet. Le premier, c'est le stockage. En fait, tout ce qui a été déposé, on a eu de la casse, on a eu du vol, on a eu de la désorganisation totale dans ce qui avait été déposé. Et on avait en fait tous les éléments déposés en plein milieu du chantier, ce qui a embêté toutes les entreprises qui n'arrêtaient pas de déplacer. Donc c'est pour ça qu'on a eu de la casse et de la désorganisation. Et du coup, voilà, maintenant on sait qu'un espace de stockage sur site dédié ou alors en dehors du site, c'est essentiel. Et donc là, vraiment, maintenant, on est en train de réfléchir justement dans les projets et après, en fait, à monter, alors pas forcément l'agglomération qui monte, mais essayer d'attirer des acteurs pour monter une plateforme de réemploi des matériaux de la déconstruction, et notamment avec un espace de stockage qui permettrait de faire tampon lors de chantiers pour ces matériaux qui sont déposés et réutilisés in situ dans les projets. D'ailleurs, on est en train de faire tout un travail avec les maîtrises d'ouvrage publics et privés sur cette question-là, et en fait, ça remonte auprès de tous les acteurs. Il faut une zone de stockage parce que sinon, on n'y arrive pas.
C'est le chantier actuel de notre projet TER sur cette boucle 1. C'est vraiment la question d'une plateforme de stockage à imaginer sur le territoire. C'est vraiment le grand projet de cette année. Après, c'est ce que je vous disais dans la slide d'avant, c'est le bilan financier. Forcément, il y a un surcoût dans le réemploi. Il faut se dire qu'on a essayé de conserver un maximum l'aspect du bâtiment. Et donc, c'est aussi ça, le bâtiment, comme on a conservé les matériaux bruts, on n'a pas apporté de nouvelles matières premières. Donc, il est aussi exemplaire sur ce niveau-là. Mais ça coûte pas moins cher, en fait. Le sol, il a fallu qu'on fasse appel à il n'y a qu'une seule entreprise en Bretagne qui était capable de faire ça. Et pas à l'échelle qu'on le souhaitait. Donc, les archis ont fait monter en compétence une entreprise de ponçage de sol béton qui nous a poncé tout le bâtiment et verni de façon transparente le sol. Sauf que ça a coûté plus cher que de remettre un nouveau sol. En fait, on n'avait pas de faux plafond. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de faux plafond. Ce qui veut dire que on a tout le cheminement de câbles qui a dû être extrêmement travaillé par les archis qui ont redessiné tous les plans avec des matières ultra qualitatives en fait, parce qu'on voit tout. Les poteaux, ils ont été curés et laissés bruts comme ça. Donc, en fait, il y a plein d'endroits où on voyait les ferraillages qui dépassaient. Et donc, on a dû reboucher à plein d'endroits. Donc, pareil, ça coûte cher. Il faut revernir aussi pour éviter d'avoir la poussière de placo. Donc, il y a quand même des surcoûts. Mais face à ça, on a des archis qui ont fait un vrai effort financier. Donc, je n'arrête pas de le souligner, mais sans eux, le projet n'aurait sûrement pas pu sortir. Et aussi, on n'avait pas de filière, en fait. Ce projet permet de faire monter en compétence des acteurs locaux et bretons, voire aussi ligériens et normands, parce qu'on travaille sur toute la zone ouest. Et en l'absence de filière, on s'est retrouvé où aujourd'hui, moi, je suis designeuse de mobilier, c'est-à-dire que sur la base des matériaux qu'on leur a fournis, et tous les jours, enfin toutes les semaines, je suis avec les acteurs de l'ESS pour leur expliquer non, mais là, on peut pas faire comme ça. Là, c'est pas design. Là, c'est pas pratique. Et en fait, on s'est retrouvé je sais pas comment babysitter, mais il y a un meilleur mot, mais plein d'acteurs qui ne connaissent pas le réemploi. Pareil, dans les acteurs classiques qui ne connaissent pas le réemploi, c'est les rassurer par rapport à tout ce qui est assurance. Tout ce qui est bureau de contrôle, c'est leur faire connaître tout le réseau de ressourcerie, etc. Donc, en fait, c'est un temps énorme que la chargée de mission en TER et moi, on a passé pour essayer de faire monter en compétence les acteurs, pour essayer de créer une filière de réemploi. Parce qu'aujourd'hui, nous, les acteurs, par exemple, les collectivités, les élus nous disent oui, on serait d'accord pour continuer le réemploi, même dans le mobilier, sur nos projets, mais on aimerait avoir des acteurs qui puissent nous dire nous, on vous fournit des sanitaires pour tant, ils sont réemployés, des bureaux upcyclés pour tant. Sauf que les acteurs de l'ESS et du réemploi sont aujourd'hui pas en mesure de faire ça. Donc, on est en train de créer des catalogues, en fait, d'acteurs du réemploi pour justement permettre de faciliter l'accès au réemploi par les maîtrises d'ouvrage, en fait. Et sinon, d'autres recommandations, c'est vraiment penser en amont tout ce qui est logistique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acteur qui, en plus de faire tout le diagnostic du réemploi, comme ce qu'on disait Bâti Récup, qui suive le chantier de dépose et qui suive le reconditionnement, qui suivent l'endroit pour emmener jusqu'au stockage et qui suivent tout ce qui est la recommercialisation, le suivi, le réemploi in situ. Il faut un acteur logistique qui fasse tout ça parce que sinon c'est très compliqué. C'est ce que nous demandent aussi les maîtrises d'ouvrage privées et c'est là où interviendrait potentiellement la plateforme de réemploi des matériaux également. Il faut vraiment penser en amont le lot 0. Donc, c'est souvent le lot 1, c'est le lot de démolition des constructions. Donc, il faut faire venir bien en amont la partie diagnostic et ciblage de ce qu'on veut déposer en amont parce que nous, on est arrivé trop tard, ce qui a été une catastrophe, mais on voit sur le site de logistique Guyader, ça a été pensé en amont et ça a été beaucoup plus simple. Et c'est, voilà, on pense le réemploi à la dépose sélective et après, on fait venir vraiment les entreprises de déconstruction classiques et de dépose. La plateforme de réemploi
on en a parlé, et effectuer un sourcing d'acteurs. Vraiment, on a passé 6 mois avec Anne-Claire et les marchés publics à sillonner la Bretagne pour aller voir tous les acteurs du réemploi, pour essayer de les mobiliser sur notre marché, parce que les marchés publics, ils ne les regardent même pas en fait. Pour eux, c'est trop compliqué. Et là, vraiment pour les mobiliser et constamment les mobiliser, c'est-à-dire que après le sourcing, on a cru que c'est bon, ils allaient se mobiliser, et en fait non. Donc tous les 2-3 mois, dès qu'il y a un marché qui sort, on les rappelle, on leur dit venez, répondez, etc. Donc il y a un vrai travail aussi en fait d'animation d'acteurs locaux. C'est un travail militant du quotidien. C'est ça. Et voilà. Et il est 29, on est pas mal, hein? C'est ce que j'allais souligner, quel sens du timing, 45 minutes exactement, c'est absolument parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage, de nous avoir donné à voir ce projet qui est vraiment exemplaire. Partagez avec transparence vos éléments financiers, difficultés, etc. Donc on a plusieurs questions dans le fil de discussion, on va les prendre les unes après les autres. Et peut-être donc la première question, en tant qu'organisme public, comment avez-vous réussi à déposer des annonces sur les plateformes Bâti Récup et CycleUp? Alors, Bâti Récup, en fait, c'est Bâti Récup et CycleUp qui se chargeaient en fait de déposer les plateformes. Après, il y a eu une vraie question sur comment on fait des dons de matériaux en tant que collectivité. Et donc, il y a une grosse réflexion avec le juridique. Et je crois que c'est des conventions de dons qui sont signées. Oui, on a beaucoup travaillé. C'est cette question du travail en transverse, hein, sur l'économie circulaire, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ce qu'on a mis en place au sein de l'agglomération depuis le début du travail sur territoire économie ressources, c'est un groupe de travail transverse de l'ensemble des services de l'agglomération pour travailler toutes ces questions et lever les freins les uns après les autres. Et cette question du juridique, cette question des marchés publics a été travaillée, et on a été amené à voter des délibérations spécifiques au sein du conseil d'agglomération pour justement être autorisé à faire des dons de matériaux, à revendre des matériaux de réemploi. Donc un gros travail avec le juridique, et des délibérations qui nous permettent de couvrir ces questions-là. Donc voilà, on a trouvé des solutions, quelquefois pas simples, mais ça a été possible. Ça fait le lien avec une autre question, donc je vous la poser tout de suite, Monsieur Bezit. Une demande qui était de revenir un petit peu plus finalement, comme vous venez de le faire, sur votre engagement territoire économe en ressources, qui était à l'origine de cet engagement et de cette approche spécifique que vous avez menée dans le projet de réhabilitation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur voilà, l'imbrication entre ces approches et ce projet? Au niveau, là, vous pouvez juste reposer la question de façon… Ouais. Ouais, j'ai pas bien compris la question. Elle est dans le fil de discussion ou non? Non. Alors, elle Vous est pouvez dans… juste reformuler. Ouais. Présentation, avez-vous une particulière des artisans? Ah non, c'est pas Non, ça. non, c'est ça. Non, non, elle m'est parvenue directement. Peut-être en fait finalement sur le pourquoi l'économie circulaire dans un projet d'équipement de la collectivité. Ouais. L'idée, enfin voilà, on a travaillé sur cette question de l'économie circulaire. On l'avait déjà acté, je disais, dès 2017. Il y avait du travail qui avait été réalisé avec des acteurs locaux. On avait travaillé notamment avec l'ASIC, qui est une association de la zone industrielle des Châtelets, qui regroupe de nombreux industriels au niveau de l'agglomération, et qui avait déjà envie de travailler ces questions de l'économie circulaire, de voir comment on pouvait partager les choses, faire du réemploi, comment les déchets des uns, un peu dans l'esprit de l'EIT qu'on développe aujourd'hui. Il y avait déjà cette question-là qui était venue au niveau de l'agglomération avec ses premiers projets de 2017. Et quand on a construit notre projet politique de début de mandat, il est paru naturel de travailler cette question-là. Et l'opportunité de l'ADEME qui proposait cet appel à projet pour devenir TER nous a paru vraiment la bonne option. Donc, je le disais, l'année 2021, ça a été un travail
énorme, 50 acteurs réunis. On a pris un bureau d'études pour travailler cette question des déchets, savoir où étaient nos déchets sur l'agglomération, quel type de déchets, quels étaient les acteurs présents sur notre territoire en termes d'économie sociale et solidaire qui nous permettaient d'être des relais, vraiment travailler l'écosystème de notre territoire en parallèle des déchets existants pour voir quelles étaient, alors ce qu'on a appelé nous des boucles d'économie circulaire. On a parlé de celle de la cycle de vie des matériaux de construction parce que c'est en termes de volume, mais autrement, on a beaucoup travaillé une autre boucle sur du réemploi et du surcyclage. On a travaillé la question du tissu, par exemple, où on a eu un gros travail autour du textile, le réemploi du textile avec un festival, avec une vingtaine d'acteurs locaux de réemploi sur lesquels on a travaillé. Bon, voilà, vraiment ce travail de 2021 qui nous a permis de construire ça. Et puis, l'outil TER, effectivement, qui a été déclencheur quand on a été retenu sur l'appel à projet, se pose derrière la suite. TER, c'est 3 ans de financement, un plan d'action qui s'arrête à l'été et sur lesquels on travaille actuellement pour voir quelle suite on va pouvoir donner à cette question-là, parce que bien entendu, l'économie circulaire, on ne souhaite pas que ce soit juste un coup passé. Voilà, on souhaite que ça perdure dans le temps. Donc, on travaille ces questions-là aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. C'était tout à fait l'objet de la question, de comprendre un petit peu le lien avec tout ce qui avait été fait aussi en amont et cet outil TER. Donc, merci. Alors, d'autres questions un petit peu plus techniques. Avez-vous mené des actions particulières auprès des artisans et des architectes dans les territoires ruraux? Euh, Alors, nous, il faut se dire que l'agglomération, elle est littorale, après grande ville et rurale. Donc déjà, on touche un peu tous les territoires. Et quand on parle, par exemple, des friches guyadères, c'est dans un territoire rural, au niveau de Saint-Brandon. Après, il y a beaucoup d'animations qui sont réalisées sur le territoire autour du réemploi, notamment avec Batilab, qui est un acteur qui fait de la sensibilisation et de la diffusion d'informations autour du réemploi. Et on a plusieurs journées techniques qui ont été organisées avec beaucoup d'architectes justement qui étaient présents. Et on a utilisé notamment le totem comme exemple, mais pas que. Il y avait des tables rondes qui parlaient vraiment du réemploi, des problématiques vraiment techniques que touchaient les acteurs. Et d'autres visites de sites, des rencontres avec des artisans justement qui sont spécialisés dans le réemploi des matériaux, ou alors d'autres qui fabriquent, par exemple, on avait l'exemple d'une personne qui fabrique du carrelage et de la céramique sur la base de la vase du Légué, qui est notre port. Il y en a d'autres qui font plein de choses. Donc, TER fait aussi énormément d'animation et d'acculturation au réemploi. Et là, prochainement, on a une journée Batilab qui va de nouveau être organisée au Totem, où là, en plus des architectes, vraiment, on va essayer de cibler au maximum les artisans et les entreprises de la construction. Donc, il y a plein de choses. Et ce qu'on souhaite aussi, parce que c'est vrai que là, c'est l'agglomération, c'est le projet de l'agglomération, mais on l'a dit, sur le territoire, on a 32 communes. Et dans l'idée, c'est aussi comment on peut amener nos communes à participer à ce processus. Donc, il y a un travail qui a été réalisé. On disait tout à l'heure, la difficulté, c'est aussi de créer du flux entre les matériaux qui vont pouvoir être déconstruits. Donc, il y a nos propres projets, celui du Totem, celui des friches guyadères. Il y a des projets sur la ville de Saint-Brieuc, je pense à l'école Balzac, par exemple, sur lequel on va avoir aussi des questions de réemploi. Mais chaque commune peut avoir des projets de démolition dans l'ancien terme, mais plutôt de déconstruction. Donc, voir comment ce travail de réemploi peut être travaillé. Et puis, comment aussi ces communes peuvent s'impliquer, elles, dans du réemploi, c'est-à-dire dans des travaux, dans des travaux je sais pas, je pense aux régies municipales qui existent, qui font des petits travaux, comment les sanitaires qui vont être changés dans l'école peuvent être des sanitaires réemployés sur des plateformes. Créer vraiment, je parlais d'écosystème tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à créer.
et avec cet outil de plateforme, entre guillemets, qui pourrait être vraiment le lien entre tous ces acteurs. Et bien sûr, si on arrive à sensibiliser les communes par rapport à ça, ça permet aussi de pouvoir toucher, parce que les communes, elles travaillent aussi avec les acteurs locaux dans leur territoire, et vous parliez tout à l'heure de territoires plus ruraux. Si on a des communes qui s'impliquent sur ces questions-là, ça permet aussi d'être en lien avec les acteurs locaux dans les communes, les artisans, leur donner envie de faire avec, parce que je parlais de régie municipale, mais on n'a pas tous des régies. Hein. Quelquefois, les travaux dans l'école du bourg, elle est faite par l'artisan du coin. Donc, comment aussi le sensibiliser et lui dire qu'il y a aussi d'autres solutions. Donc, c'est aussi ça l'enjeu de porter une politique d'économie circulaire à l'échelle de nos territoires. C'est ça, c'est un mix entre mobiliser les maîtrises d'ouvrage et les motiver à intégrer du réemploi et accompagner les artisans et dans tout ce qui est questions techniques, les certifications, etc., avec des journées vraiment techniques. C'est un peu la double dynamique qui est faite sur le territoire. Embarquer les acteurs et les communes. Plein de perspectives pour la suite. Une question voilà, qui fait suite aussi. Est-ce que des visites de sites seront organisées? Alors, il y en a plein, mais la prochaine, c'est vraiment à Batilab qu'on va le faire. Ah, vous en avez raté, parce que pendant tout le chantier, j'en ai fait je ne sais combien. Oui, il y en aura de plus en plus. Dès l'ouverture du totem, même le 2 juin, il va falloir que je travaille parce que c'est pas l'agglomération qui va gérer le bâtiment. On a lancé un marché de gestion et donc c'est la SEM d'Armor entreprise qui gère le bâtiment. Et donc là déjà, je m'occupe de l'ouverture et après ça, il faut qu'on mette en place un programme de visite publique. Je vous invite à suivre en fait le totem Baie de Saint-Brieuc ou totem de l'innovation sur LinkedIn en fait, et tout le programme d'événements sera présenté. En plus, il y a plein de choses faites sur le développement économique, plein de sujets innovants, c'est vraiment la thématique du lieu, donc ça peut aussi vous intéresser là-dessus. On a des événements notamment sur le réemploi qui sont créés. On va accueillir en août là une expo sur aussi des artisans de réemploi, et donc ça peut vous intéresser sur le programme, mais on va aussi publier le programme des visites. Affaire à suivre, donc on va rester informés des prochaines actualités. Une autre question en lien avec les coûts les surcoûts pardon, liés à l'opération de déconstruction. Est-ce que vous avez une idée des surcoûts et des délais complémentaires qui sont liés au réemploi par rapport à une approche plus classique? Non, on n'a pas fait. Je préfère vous le dire franchement. Hein, je pense qu'on peut déjà, ce serait très compliqué à faire en termes de surcoût parce que il faudrait qu'on fasse des consultations sur tout ce qu'on aurait fait si c'était en neuf. Et on n'a pas vraiment le temps. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au final, il n'y a pas tant de surcoût, en tout cas sur les travaux, parce qu'on est sur du moins de 2 000 euros du mètre carré. Donc finalement, on a réussi. Et là où on a réussi, c'est qu'il y a des choses qui ont été simplifiées dans le programme. Et je pense que c'est ça le vrai enjeu, c'est que les archis doivent être sensibilisés au réemploi et savoir faire des économies pour couvrir les surcoûts. Par contre, en délai, on a eu plein de surcoûts. C'est-à-dire, donc du coup, forcément, ça nous entraîne des surcoûts en termes de frais de maîtrise d'œuvre, etc. Par exemple, sur le parking, lors des démolitions, on s'est rendu compte qu'il y avait une ligne à haute tension sous le parking qui était inconnue de tous. Donc, il a fallu redessiner tout le parking. Une fois que ça a été fait, on a poursuivi les démolitions, le parking s'est à moitié effondré. Donc, il a fallu redessiner de nouveau. Il a fallu repenser toute la structure, etc. Donc, le parking, on a perdu, rien que sur le parking, on a perdu 2-3 mois et un bon 300 000 euros, 400 000 euros, parce qu'on a dû refaire tout. Après, on a plein de choses. En déposant le plafond de l'auditorium, on pensait qu'on allait le conserver et au final, on s'est rendu compte qu'il était en train de s'effondrer. Donc, on a dû tout démolir et recréer un plafond neuf. Quand on a découpé la chape pour faire l'auditorium, la structure qu'on pensait suffisamment solide était en train de s'affaiblir. Donc, il a fallu recoffrer toute la chape. En fait, c'est vraiment c'est de la réhabilitation. Donc, on découvre et on avance au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi de vous chiffrer un surcoût. C'est que à chaque fois, il a fallu rebondir et trouver des solutions.
Et les délais, après, on a eu plein de... Ouais, mais c'est vrai que Mélodie disait tout à l'heure, vraiment la phase qui est essentielle, hein, c'est le diagnostic préalable de réemploi, qui permet vraiment de faire les choix à ce moment-là. Et effectivement, il y a ce qui peut être réemployé, alors in situ ou à l'extérieur, qui va pouvoir être déconstruit de façon propre et qui va permettre de mesurer le coût et ça va pouvoir être possible de le faire sans engendrer des coûts trop importants. Et puis, il y a ce qui va être à la marge, ce qui va être entre les deux, en disant, bah ça c'est possible, mais ça peut coûter cher parce que ça peut être compliqué, parce que ça peut prendre du temps. Et c'est là que les choix peuvent être faits en disant, bah, on l'aurait bien été plus loin, mais on va pas pouvoir le faire parce qu'on va pas être dans l'enveloppe. Mais voilà, donc le diagnostic, il est essentiel au départ pour voir jusqu'où on peut aller techniquement et jusqu'où on veut aller en termes d'investissement, de coûts. Et voilà, faut pas partir dans l'esprit de dire on va gagner de l'argent en faisant ce type de projet. Voilà, après, c'est tout ni du temps, ni de la volonté, bien sûr. Mais on est encore, après, il y a la question aussi de se dire, on est au démarrage encore de cette logique du réemploi. Hein. Quand on aura une vraie logique avec des circuits de distribution de réemploi, ça va permettre d'avoir des entreprises spécialisées dans la déconstruction, ça va permettre d'avoir des plateformes, ça va permettre d'avoir des flux de réutilisation et tout ça, ça va permettre aussi de faire baisser les coûts. Mais il faut bien que quelqu'un décide de démarrer malgré tout. Complètement. Oser se lancer dans un projet complexe, c'est ce qu'on retient, ce que vous venez de nous dire. Avoir la volonté et rebondir sur les aléas. Notre question qui concerne vos demandes de financement et les différentes subventions que vous avez pu évoquer tout à l'heure, à quel niveau en était le dossier, le projet, lorsque vous avez effectué vos demandes de financement? Alors, elles ont été faites très en amont. Alors, la région, ça a été, en fait, initialement, le projet était coporté par la CCI, la région et l'agglomération. Donc, ils étaient complètement dans la réflexion initiale. Il y a eu des négociations, j'étais pas encore là, où entre l'agglomération et la région, et la CCI, où on s'était dit que la région allait financer 1,2 million. Donc là, je pense que c'était vraiment politique. Peut-être qu'à l'époque, il y avait une sorte d'appel à projet régional, je ne sais pas. Ça, je peux pas trop vous répondre. Action Cœur de Ville, on était déjà labellisé Action Cœur de Ville. Donc, on avait une enveloppe fléchée pour le territoire et de Saint-Brieuc et de Quintin et de Pleuc. Et en fait, une fois que j'avais le programme, une fois qu'on a vraiment arrêté le programme de ce qu'on allait mettre dans le bâtiment, je suis allée voir en fait les collègues qui géraient l'enveloppe Action Cœur de Ville et on est retourné vers l'instructeur en leur présentant le projet, en leur disant bah voilà ce qu'on a, qu'est-ce que vous êtes capable de nous flécher de l'enveloppe qui est fléchée sur notre territoire. Mais là, il n'y avait pas un coup de pelle qui avait été donné encore. Alors après, le fonds Friche, bah, ça a été lancé en 2020, je crois. Donc, c'était 2020. Donc, en fait, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'État. Donc là, j'ai répondu tout de suite avec un dossier où, pareil, c'était le programme, c'était en 2020. Donc, le premier coup de pelle a été fait en 2022. Donc, c'est vraiment le programme avec un préchiffrage. Là, on était en phase APS. Donc, je ne sais pas si tout le monde... Avant-projet... Redites Simplifié. Peut-être, je sais plus. Bon, c'est avant le définitif, quoi. Donc, ça veut dire que la maîtrise d'œuvre a déjà été sélectionnée. Il y a un petit programme qui a été fait avec un premier préchiffrage. Donc, c'est sur cette base-là que j'ai pu déposer mon dossier, mais il a évolué 50 fois entre-temps. Donc, à chaque fois, dans ces subventions qui sont demandées très en amont, il y a un vrai suivi avec les financeurs et les équipes d'instruction où on se met au courant constamment quand l'enveloppe travaux, l'enveloppe projet évolue, quand finalement on va pas faire ça, on va plutôt faire ça, quand finalement on va... Enfin, tout le temps, moi je les tenais au courant. Et le FEDER, sur le principe,
il y avait eu un accord sur le principe, je pense. Quand je suis arrivée, on m'avait dit, oh, il y a de l'Europe qui potentiellement serait intéressée pour financer. Et là, pareil, j'ai fait un énorme dossier de réponse. Et au fur et à mesure, on se tenait au courant et ça a évolué. Et puis, par contre, le FEDER, si vous vous lancez avec l'Europe, bonne chance. Parce que c'est autre chose que les autres instructions. Ça a été. Je suis assez heureuse de l'avoir eu au final, celui-ci. Et on a eu de la chance, pour vous faire un peu le récap. C'était 1,5 million initialement, mais c'était la fin du programme React-EU. Et ils avaient plein d'enveloppes non dépensées et donc ils ont pu me flécher un peu plus d'argent. Et par contre, l'agence de l'eau, ça a été vraiment très rapide. C'est pas le plus compliqué. Ah non, vraiment, je leur ai dit, bah, tenez, on a un devis, on dit OK, ils m'ont viré de l'argent. C'était aussi simple. Et APS pour avant-projet sommaire. 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 Vous avez dit simplifié, c'est sommaire. Merci. Merci pour toutes ces précisions donc, autour des demandes de financement. Enfin, il y a une autre question un peu technique donc, que je vais essayer de reformuler. Euh, on s'interroge en fait sur, voilà, vous disiez au début, en contextualisant un petit peu le bâtiment, que c'était un bâtiment classé de 9 étages que vous ne pourriez plus construire aujourd'hui. Quel lien vous faites et quel intérêt pour vous de réutiliser finalement donc, ces bâtiments existants qui ont été construits sur des hauteurs plus importantes que ce que permet votre PLU aujourd'hui et donc voilà sur cet intérêt aussi de lancer ces démarches d'économie circulaire sur les bâtiments du patrimoine de la collectivité. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, comme on le disait et ça explique, c'est un bâtiment, la CAF a quitté ce bâtiment-là en 2013. Donc situé en plein centre-ville plein centre-ville, oui, tout près du centre-ville de Saint-Brieuc, à proximité de la gare. Donc 2013, on est en 2025. Donc avoir cette friche, ce nombre de mètres carrés non utilisés en plein centre-ville, c'était quand même vraiment dommage. On essaye les uns et les autres de revitaliser nos centres-villes et les communes de 45 000 habitants souffrent de la vie en périphérie des villes. Donc, un des enjeux, c'est aussi de redynamiser le centre-ville, de venir y ramener des salariés. Donc, ça, c'est un enjeu politique fort concernant la ville de Saint-Brieuc et l'agglomération qui travaille à ce que sa ville-centre puisse être vraiment dynamique. Donc, l'idée, vraiment, c'était de trouver une sortie positive pour cette friche emblématique de la ville de Saint-Brieuc. Mélodie le disait tout à l'heure, hein, la ville de Saint-Brieuc avait racheté ce bâtiment lorsque lorsque la CAF avait décidé de déménager. Mais voilà, au vu des possibilités de la ville, très vite, il est apparu qu'il n'aurait pas de projet ou n'était pas en capacité de porter seul un projet. L'idée de la situation aussi de ce bâtiment, on le disait tout à l'heure, avec la proximité de la gare, il y a aussi eu dans cette période-là, la période Covid, avec le télétravail qui s'est développé, les startups, les habitudes de personnes plus lointaines. On pense voilà, des personnes de Paris qui viennent travailler plutôt en région. Enfin, voilà, tout ce croisement de potentiel ont fait que la volonté de l'agglomération, c'était vraiment de poursuivre le totem de l'innovation pour lui donner une autre dimension. Voilà, ce projet s'est projeté sur ce bâtiment-là, de par sa proximité, l'opportunité. Alors effectivement, il est très ambitieux en termes de taille hein, par rapport à la ville de Saint-Brieuc et son agglomération. Mais voilà, Mélodie l'expliquait tout à l'heure avec les différents étages, l'hôtel d'entreprise, enfin voilà, et la commercialisation actuelle qui est engagée est très prometteuse. Ouais. Puisque l'ouverture se présage sous de bons auspices. Hein. Et il faut se dire aussi que c'est un bâtiment, c'est le seul bâtiment qu'on voit de partout un peu. C'est le plus haut, on le voit de toutes les entrées de ville, et c'est un des seuls qui a vue sur la baie.
En fait, on est une ville côtière, mais on voit pas la mer. Et donc, c'était aussi pour recréer un lien mer. Et si on n'avait pas pu profiter de celui-ci, on n'aurait pas vraiment eu d'opportunité de recréer ce lien entre la ville-centre et la mer. Et là, du coup, c'était l'occasion avec un bâtiment toute hauteur. Hmm. D'accord. Un bâtiment emblématique avec une hauteur emblématique à préserver. Merci pour ces éléments de réponse et pardon, Madame Cousin, j'étais passée à côté de votre question. En effet, donc, quelle a été l'approche avec les éco-organismes, le lien? Est-ce qu'ils ont réagi à ce projet? Alors, le seul vraiment avec lequel on travaille aujourd'hui, c'est Valdélia, sur la partie ameublement. Enfin, on les a associés, on a associé Ludivine, si jamais vous la connaissez, assez tôt dans la démarche réemploi des mobiliers, parce qu'elle source pas mal de mobilier. Mais c'est vrai qu'on espérait on n'a pas trouvé de solution marché public pour qu'elle puisse nous donner directement du mobilier et que derrière, on puisse aller chercher des acteurs du réemploi pour qu'ils les retapent. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on est obligé de lancer des micro-marchés via le SAD pour que des acteurs de l'ESS puissent aller récupérer du mobilier capté par Valélia pour les retaper, ce qui fait qu'on n'arrive pas à respecter les délais qui sont des fois très courts. Elle a 10 jours pour évacuer des mobiliers, donc c'est assez compliqué. Mais on est quand même régulièrement en lien, mais aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver une coopération qui a fonctionné. Et sinon, on a pas vraiment, on a un peu travaillé avec Éco-Maison, mais on a eu quelques échanges, mais ça n'a rien donné. Et puis les autres éco-organismes, on a rien. Très bien. Eh ben, j'espère que ça répond à votre question, Madame Cousin, et j'en profite aussi pour relayer son message dans le fil de discussion, hein, qui voilà, vous félicite pour cette démarche exceptionnelle, réaliser une rénovation complexe. Vous avez contribué à la montée en compétences, à la structuration des filières, donc bravo à vous pour la dynamique humaine, les équipes techniques, les élus, les entreprises qui ont osé. Et en effet, vous risquez d'être très sollicité à l'avenir, hein, pour des témoignages, c'est sûr. Et donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous et de nous partager votre projet. Je crois avoir fait le tour des questions. Donc, si personne ne, ne réagit maintenant, je vous propose de mettre un terme à cette question, à cette session de questions-réponses. Hop, je repasse rapidement. Je crois que c'est tout bon. Donc, merci encore et je vais laisser le mot de la fin, le mot de conclusion à Marianne Tabeuf de nouveau pour la suite des ressources. Ce webinaire, comme l'ensemble des webinaires Les Territoires Innovent, sera disponible sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovent. Les ressources du webinaire, c'est-à-dire le support et la fiche de capitalisation, seront sur la page des Territoires Innovent du site de la Dréal Bretagne. D'ailleurs, le support d'aujourd'hui est déjà téléchargeable sur la page des Territoires Innovent du site de la Dréal. Vous pouvez bien sûr retrouver les ressources et les replays de tous nos rendez-vous précédents. Donc, n'hésitez pas à aller faire un peu de spéléo dans tout ce qu'on peut vous proposer. Il s'agit là du premier rendez-vous d'un cycle de 2 rendez-vous. Donc, on se retrouvera, pour certains d'entre vous, en tout cas, mardi prochain, sur la question du réemploi, non, excusez-moi, je bafouille, sur la question des matériaux biosourcés et géosourcés dans un projet d'équipement public. Là encore, un projet d'équipement public à vocation économique, mais ce n'était pas forcément la thématique de ces cycles courts. Et puis demain, nous avons le deuxième rendez-vous du cycle court du renouvellement urbain sur friche. Ils l'ont fait avec le témoignage de Lamballe qui a travaillé sur un nouveau quartier en cœur de ville, sur un ancien garage et près d'un cours d'eau, parce qu'ils aiment bien la difficulté, pour pouvoir créer du logement abordable. Donc, comme d'habitude, il s'agit de s'appuyer sur les expériences des territoires, de voir avec eux comment ils ont réussi à trouver des solutions face à des projets potentiellement complexes. Euh, je vous annonce d'ores et déjà, même si on n'a pas encore les dates exactes, qu'en juin, il y aura 2 rendez-vous thématiques différents. L'un sur égalité et aménagement. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte la question de l'égalité dans nos projets d'aménagement urbain?
Et puis, d'autre part, un sujet plus récurrent et plus habituel des territoires innovent, avec une question sur l'optimisation du foncier économique et notamment la poursuite de du retour de l'expérience menée et pilotée avec l'établissement public foncier. Si vous voulez vous mettre à jour, vous pouvez regarder le replay de la rencontre d'octobre dernier.